Nous sommes le 24 juillet 2026. Bienvenue dans la vidéo tout le monde. En ce moment, du matériel militaire américain afflue massivement vers l'Iran. Nous n'avons pas vu un tel déploiement depuis le début du conflit initial en février 2026. Il y a des bombardiers B-2 Spirit qui effectuent des missions depuis leur base d'origine dans le Missouri. Et souvenez-vous, ils pourraient effectuer des missions aller-retour depuis ces bases-là. Nous voyons une augmentation des opérations à Diego Garcia, prêt à agir. Les B1B effectuent plus de missions depuis Fairford, en Angleterre, probablement déjà équipés de charges anti-bunker. Les moteurs sont chauds, ils attendent juste un appel du commandant en chef, et ensuite, pendant la nuit, le ciel au-dessus de l'Irak et du Golfe. Ces nouvelles images que nous voyons ici, des frappes en cours lors de la 13e nuit de bombardement à Téhéran, avec le CENTCOM publiant des images du F-16 CJ Wild Weasel. Lors de ces nouvelles frappes, on voit des drones touchés. Nous voyons des quartiers généraux des gardiens de la Révolution, des missiles balistiques, des bunkers, des bateaux lourdement ciblés. Ces vedettes rapides des gardiens de la Révolution qu'ils utilisent pour harceler la navigation commerciale. Et puis une annonce choc du président Trump. 2 milliards de dollars d'argent iranien détenus par les États-Unis seront désormais versés aux compagnies maritimes commerciales dont les navires ont été détruits par les gardiens de la Révolution. Enfin, tenir les gardiens de la Révolution responsables de la destruction de ces navires et frapper les mollahs là où ça fait vraiment mal. Mais ces F-16 CJ Wild Weasels, ce sont les tueurs de radar, les gars dont le seul travail est de rendre le réseau de défense aérienne iranien aveugle avant que quoi que ce soit ne bouge le long de la colline. Atterrissage sur le théâtre d'opération, tout juste arrivé de vol transatlantique depuis Spangdahlem en Allemagne et depuis les États-Unis. Cela fait 13 nuits d'affilée, 13 nuits de frappe du CENTCOM sur des cibles militaires iraniennes. Et aujourd'hui, la conversation à Washington ne porte probablement pas sur la question de savoir si la prochaine vague aura lieu, mais sur son ampleur. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré cette semaine que la doctrine de son pays était, tenez-vous bien, œil pour œil. Bizarre. C'est presque comme si la force était la seule chose qui vous parlait. Donc, œil pour œil, ça colle bien à la citation d'Araghchi. Le CGRI iranien est allé plus loin en désignant une base aérienne britannique comme une cible légitime et il s'agit de Fairford qui abrite le Bayonne. Donc le CGRI, ce n'est pas juste un avertissement, ils ont dit qu'ils faisaient une promesse d'accord CGRI. Nous savons que l'armée britannique a été qualifiée d'organisation terroriste par le CGRI depuis des mois, mais heureusement, le Royaume-Uni affirme qu'il est prêt à se défendre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc c'est bien. Le Royaume-Uni a montré un peu de cran, oui, il y a encore de l'espoir. Les Britanniques sont formidables, les dirigeants doivent être courageux. Les F-16 CJ Wild Weasel, eux, sont conçus pour mener des missions de suppression des défenses aériennes ennemies. Mais voilà, ils font équipe parfaitement avec le bombardier B-2 et les F-35 Lightning qui pourraient assurer la couverture aérienne. En ce moment, les ravitailleurs sont également alignés à travers l'Europe, formant en quelque sorte un pont pour amener de nouveaux avions de chasse, des KC-135 et du fret dans la région. Les ravitailleurs se positionnent à différentes altitudes et ravitaillent tout le monde. Le B-2 Spirit attend dans les coulisses, transportant le genre de munitions qui met fin aux discussions et oblige le CGRI à aller dans un coin avec ce petit bonnet d'âne. Vous voyez ce que je veux dire par le petit bonnet d'âne ? Oui, c'est exactement ce que le B-2 fait à tous les sites nucléaires du CGRI. Et puis en Ukraine, si toutes ces nouvelles sur l'Iran ne suffisaient pas, il semble que l'Ukraine ait abattu un chasseur russe avec son F-16. Nous traiterons cette histoire dans la section récapitulative mondiale. Vers les 3/4 de la vidéo, souvenez-vous, les Wild Weasels dominent la nuit. Ils tirent des missiles ARM et ces missiles suivent en fait le faisceau radar des radars iraniens qui essaient de s'allumer. Et ensuite, ils ouvrent la voie pour le B-2 avec la GBU-57. Ils sont en quelque sorte la ligne offensive, mais dans ce cas, le B-2 est bien plus grand que le F-16, donc c'est un peu inversé quand il s'agit d'une ligne offensive et d'un quarterback. Mais au final, ce F-16 est l'avion parfait pour ouvrir la voie lorsque les portes de soute s'ouvrent sur ces B-2 larguant des GBU-57 sur les structures montagneuses de Pickaxe en Iran, avec le président Trump disant que tout endroit où ils ont même pensé à avoir une arme nucléaire sera frappé. La GBU-57 est l'arme idéale pour cela. Mais revenons 18 heures en arrière car la suite des événements ici est incroyable.
Durant la nuit, le commandement central des États-Unis a mené sa 13e nuit consécutive de frappe contre l'Iran. Nous voyons les images de cibles, la dévastation totale à travers l'Iran. À elle seule, la pression exercée par ces frappes suffit à mettre l'Iran à genoux. Maintenant, avec l'arrivée de plus d'avions dans la région et la possibilité d'une frappe encore plus importante, nous sommes face à quelque chose qui pourrait être le coup de grâce, le dernier clou dans le cercueil des mollahs iraniens. En gros, ce sont les mollahs qui attaquent les navires. Comme l'a dit J.D. Vance chez Joe Rogan, les mollahs sont devenus nerveux à propos du protocole d'accord parce que cela leur retirait une partie de leur capacité à contrôler le détroit d'Ormuz et à percevoir leur joli petit péage qu'ils prélèvent depuis des décennies. Ils sont vraiment devenus nerveux et ils ont essentiellement passé un coup de fil à leurs généraux dans le détroit d'Ormuz en leur disant « On est en train de perdre nos 100 millions de dollars par mois. » Ils disent « On gagnait 300 millions par mois maintenant, on n'en gagne plus que 200 millions par mois. Il faut frapper un navire dans le détroit d'Ormuz. » C'est la folie et le niveau de démence dont on parle quand on pense à ces mollahs dans le détroit d'Ormuz. Donc on va analyser ce qui va probablement se passer parce qu'Agarachi a avancé un chiffre. Il a dit « œil pour œil, représailles proportionnelles, une pour une ». Ensuite, le secrétaire d'État Rubio est intervenu et a dit quelque chose d'impressionnant. Il n'a pas repris le chiffre d'Agarachi, il a dit autre chose, augmentant la mise. Il a dit « une tête pour un œil, c'est une réponse asymétrique ». Donc peu importe ce que l'Iran dépense pour une attaque, la réponse des États-Unis coûte plus cher et ne se limite pas à égaler. C'est le secrétaire d'État qui déclare officiellement à Téhéran que les règles d'engagement viennent de changer. On passe d'une riposte œil pour œil à une conséquence disproportionnée, pour le dire en termes politiques. Ils ont commencé hier à 18h, 45 heures de l'Est. Il semble qu'ils aient élargi la liste des cibles, les rapports indiquant que les centres de commandement militaire iraniens et les réseaux de communication s'ajoutent maintenant aux dépôts de drones, à la surveillance côtière et aux sites maritimes visés lors des 12 nuits précédentes. En même temps, les alliés Houthis de l'Iran au Yémen deviennent un peu plus audacieux. Ils menacent maintenant de bloquer le détroit de Bab el-Mandeb, l'autre point d'étranglement qui se trouve de l'autre côté du golfe Persique, près de l'Arabie Saoudite. C'est l'une des routes qu'emprunte le trafic autour de toute la péninsule arabique lorsque le détroit d'Ormuz est fermé. Donc l'Iran passe des coups de fil. Ils disent « Les Houthis, aidez-nous !» Mais cette fois, les Houthis ne sauveront pas l'Iran. Le commandant en chef des forces armées américaines a affirmé que les États-Unis tiendraient l'Iran responsable de toute nouvelle attaque des Houthis contre la navigation, avertissant de fortes représailles militaires en cas de récidive. Quelques heures plus tard, le commandant en chef a confirmé à Axios qu'une décision finale sur une frappe, plus importante que tout ce qui a visé l'Iran jusqu'ici, était proche. C'est tout simplement sismique à ce stade. Ce n'est ni une menace ni de l'esbrouf, mais une décision que le commandant en chef affirme proche. Ils ont commencé par une escalade et ensuite ils ont fait semblant d'être surpris quand l'escalade a continué. L'Iran dit « Nous allons intensifier l'escalade » et puis l'escalator dit « D'accord, pas de problème. Il y a un bouton d'éjection sur l'escalator qui va bientôt filer à 1000 à l'heure. Eux disent « On n'a pas signé pour ça, négocions, donnez-nous 10 jours. » Ils réclament 10 jours de cessez-le-feu pour se réorganiser. Après nos frappes sur leurs bunkers à missiles, l'Iran réagit comme le montre cette image. Des bunkers à missiles enfouis, frappés par l'armée américaine, ces pilotes de chasse risquent leur vie en pénétrant en territoire ennemi. Et ensuite, l'Iran cherche simplement à gagner du temps. Ils utilisent des excavatrices pour enlever les débris et la terre, ouvrent la porte, sortent un lanceur de missiles balistiques, tirent, puis rentrent dans la montagne comme si de rien n'était. C'est pourquoi on voit aussi des excavatrices complètement écrasées sur les images récentes de ciblage. Mais parlons de ce à quoi servent spécifiquement les F-16 Seiji. Ils sont équipés du système de ciblage AN/ASQ-213 ARM. Ils traquent passivement les émissions radar ennemies et transmettent les données de ciblage au missile AGM-88 ARM avant même que l'opérateur radar ne sache qu'il a été repéré. On dit que 2 escadrons entiers ont volé vers le Golfe et qu'ils rejoignent les F-35 A, C et B issus des différentes composantes. On dirait qu'en ce moment, c'est le F-16 Seiji qui escorte tout le groupe de frappe, s'assurant que les opérateurs de missiles ne puissent pas cibler ces avions de chasse comme ils le voudraient. Mais souvenez-vous, rien de tout cela n'arrive sans. La partie la moins glamour de la guerre, c'est la logistique.
Déployer une escadre de bombardiers, un escadron Wild Weasel et tout le personnel qui les entretient, les ravitailles et les armes sur le théâtre d'opération demandent des semaines de coordination, pas juste un appel. Le transport maritime déplace la plupart du matériel lourd, mais les cargos traversent l'océan à 25 nœuds en plusieurs semaines. Tout ce qui est urgent passe donc par le pont aérien. Et on le voit en ce moment avec cette carte qui montre plusieurs ravitailleurs, des avions de transport, des C-17, des C-5, des avions cargo qui tournent 24 heures sur 24. Donc c'est essentiellement comme un grand tapis roulant dans le ciel. Et ces ravitailleurs sont les plus lourds et d'habitude, on ne voit pas quelque chose d'aussi lourd sur un tapis roulant. C'est la machine qui gère toute la logistique en coulisses sur le théâtre d'opération. Donc, pour voler dans un espace aérien contesté, il faut amener les bons avions de chasse au bon moment. Il faut amener le BB-2, le FF-16 CJ, être capable d'entrer, de servir de tireur-arme pour neutraliser les différents radars le long de la côte, puis ouvrir la voie pour le BB-2. En résumé, ce n'est pas un geste subtil, rien de subtil dans ce que nous voyons actuellement. Cela donne des options aux commandants en chef qui mettent l'Iran sous pression, mais soyons clairs sur ce que l'Iran possède encore. 13 nuits de frappe ont dégradé la surveillance côtière, les dépôts de missiles et les sites de défense aérienne iraniens, les affaiblissant. Le CGRI iranien dispose toujours de missiles balistiques, d'essaims de drones et de vedettes rapides. Et ces derniers jours, nous avons vu des frappes récemment sur le Koweït et Bahreïn. Nous avons aussi constaté des frappes récentes en Jordanie, preuve que ce réseau reste capable de frapper, et même des rumeurs circulent selon lesquelles la Russie aiderait à cibler les troupes américaines. Vraiment ? Étrange, la Russie aide l'Iran à cibler les troupes américaines ? Oui, on ne s'y attendait vraiment pas. La Russie souhaite clairement que les États-Unis se détournent de l'Ukraine. S'ils peuvent amener les États-Unis à concentrer toutes leurs ressources sur l'Iran, à faire traîner la guerre, alors ils considèrent que les États-Unis ne pourront pas aider dans la défense ou les offensives ukrainiennes que nous voyons d'ailleurs. Et nous arrivons à la section sur le tour d'horizon mondial. Un tout autre théâtre, un autre combat, l'Ukraine. Un pilote ukrainien de F-16 aurait remporté la première victoire RR confirmée de cet avion en service ukrainien en abattant directement un chasseur russe. Il semble que ce soit un Su-33 ou un Su-35. Il y a également des rapports faisant état du crash d'un Su-57. Je me demande si ce Su-57 aurait pu s'écraser après avoir été touché par un AIM-9X ou un AMRAAM. Oui, la AIM-9X et l'AMRAAM augmentent clairement tes chances de t'écraser. Donc, le fait que le F-16 cible ces chasseurs russes met vraiment en évidence le fait que l'Ukraine bénéficie du soutien d'un avion SOP d'alerte avancée, ce qui lui permet de repérer ces différents chasseurs russes avant qu'ils n'aient la possibilité de cibler le F-16. Et vraiment, quand il s'agit de ces avions F-16, Su-33, Su-35, Su-57, le Su-57 est en fait juste un avion de génération 4+, ce n'est pas un avion furtif de 5e génération. Ils ont tous une capacité similaire à se détecter. Le Su-57, le Su-33 et le Su-35 possèdent un grand radar et ces avions ont aussi 2 personnes à bord. De plus, le Su-57 existe aussi en version biplace. Donc dans tout ce combat, il s'agit de savoir qui voit l'autre en premier. Et on peut voler bas, se faufiler en rasant les arbres, essayer de tromper le radar de ce chasseur russe, c'est toujours une option, c'est peut-être la tactique que les F-16 utilisent, ou alors ils détectent cela grâce à l'avion de détection avancé et tirent des AMRAAM de la plus grande distance possible. C'est une grande victoire pour l'Ukraine. Et chapeau aux pilotes de F-16 qui affrontent ces chasseurs russes. Ce n'est pas un combat facile, cela nous amène à la section d'analyse stratégique 4D, mes amis. Voici donc le tableau d'ensemble que personne d'autre ne dresse. Donc si vous regardez ce qui se passe en ce moment, le but principal de l'Iran est de résister à la volonté politique américaine suffisamment longtemps pour que le régime survive. C'est tout leur objectif, c'est le pari que Téhéran fait. Et historiquement, ce n'est pas un pari insensé, n'est-ce pas ? Mais en ce moment, le temps joue contre eux comme jamais auparavant. Le Congrès vient tout juste d'accorder à l'administration Trump 95 milliards spécifiquement pour financer cette guerre. Bien que la Chambre ait adopté des résolutions sur les pouvoirs de guerre pour mettre fin à l'implication des États-Unis, 214 contre 208, elles ont échoué au Sénat, 49 contre 47, et c'est en grande partie un vote symbolique de toute façon, sans qu'aucun commandant en chef n'y prête vraiment attention. Donc il semble que l'administration Trump pourrait intensifier les frappes avant que la situation ne se calme à nouveau.
Parce que s'il y a en ce moment une fenêtre d'opportunité pour frapper l'Iran d'une toute nouvelle manière, cela pourrait les amener à réellement parvenir à un accord. Si la pression et la douleur sont suffisantes pour les mollahs, surtout en leur retirant chaque dollar possible du CGRI, cela pourrait être ce qui les amènera réellement à la table des négociations. Ou qui sait. Cela permettrait au peuple libre d'Iran de se soulever s'il parvient à s'armer. Ils devraient s'armer. Ce serait leur seule chance car évidemment, en ce moment, le CGRI possède toutes les armes. Voilà les gars, des F-16CJ sont exhibés sur la page X du CENTCOM. Selon vous, quelle sera la suite ? Pensez-vous que nous allons assister à une intensification des frappes avec tous ces mouvements de troupes dans la région ? Pensez-vous qu'on verra peut-être une négociation émerger, que la menace de toutes ces frappes poussera réellement les mollahs à conclure un accord auquel ils tiendront vraiment ? Qu'en pensez-vous ? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup connaître vos avis. Suivez-moi sur X, suivez-moi sur Instagram. Je publie là-bas quasiment tous les jours et j'espère que vous avez apprécié ce nouveau décor. Nous sommes ici dans le Nevada en voyage, alors profitez de ce décor, c'est magnifique. Des mouflons sont au bout de la rue, c'est incroyable. Merci d'avoir regardé les amis. Ici Ryan alias Max Afterburner. Au revoir.